c'est le must absolu de la semaine. La Palme d'Or du 76e Festival de Cannes. Vive le cinéma! Palmarès, c'est le podcast pour les curieux du 7e art. De Kurt Rajmé à Hollywood, de Martin Scorsese à Catherine Deneuve, dans Palmarès, on met tous les cinémas à l'honneur. Découvrez chaque semaine le résumé d'un film et pourquoi il a marqué le cinéma. Dans ce nouvel épisode de Palmarès, il est question de films d'animation. Plus particulièrement, d'un film d'animation japonais très célèbre produit par le studio Ghibli. Et même si vous ne l'avez jamais vu, vous en avez forcément entendu parler. On le doit au célèbre Hayao Miyazaki, réalisateur et cofondateur du studio Ghibli, aujourd'hui âgé de 83 ans. Je vais bien sûr vous parler du Voyage de Chihiro, sorti en 2001. L'un de ses meilleurs films, fruit d'une imagination débordante. C'est son 8e long métrage. À ce moment-là, la patte du cinéaste est déjà reconnue grâce au succès de Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière ou encore de Princesse Mononoke. Ce qui laisse entendre que le Voyage de Chihiro deviendra instantanément un classique. Ce qui a été le cas. Mais avant de vous expliquer pourquoi, place au scénario. Si vous ne l'avez pas vu, soyez préparés. Le Voyage de Chihiro vous fait rentrer dans un monde complètement onirique. Tout commence dans une voiture. Une Audi A4 grise, typique de la fin des années 90, dont le design tranche avec les voitures japonaises. Une fillette d'une dizaine d'années est assise à l'arrière avec un bouquet dans les bras, déjà en train de faner. C'est Chihiro. Devant, son père conduit avec sa mère du côté passager. La famille est en plein déménagement. Chihiro est fatigué, agacé de quitter la ville pour la campagne. Mais il ne devrait pas tarder à arriver. Je n'y comprends rien. C'est sûrement là-bas, regarde. Hein? C'est cette maison bleue, là, tout au bout? Oui, c'est celle-là. Sauf qu'à quelques mètres de leur nouveau domicile, en haut d'une colline, son père se trompe de route. Les voici fonçant droit dans une forêt. Ils roulent vite, trop vite au goût de la petite fille. La voiture doit s'arrêter net une fois arrivée au bout d'une impasse à la végétation foisonnante. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Face à eux se trouve un bâtiment rouge et au milieu un tunnel qui ne va pas manquer d'attiser leur curiosité. Contrairement à ses parents, Chihiro a peur d'y aller, mais il décide de continuer et Chihiro finit par les rattraper. À sa sortie, ils arrivent d'abord dans une grande salle abandonnée, traversée par l'imposante lumière extérieure. Une fois dehors, le paysage tranche totalement. Il est comme sorti d'un rêve. La pelouse est très verte, le ciel bien bleu, et surtout il n'y a personne. Un bruit de train fait écho plus loin. Mais quel est donc ce monde fantastique ? Son père a une explication. Il s'agirait d'un parc d'attractions célèbre des années 90, abandonné depuis la crise économique. Le trio traverse l'immense prairie et se retrouve dans une rue remplie d'échoppes qui débordent de nourriture appétissante. Pourtant, il n'y a pas de signe humain à l'horizon. Face aux plats succulents qui leur font de l'œil, les parents de Chihiro s'approchent d'un stand, cherchent un serveur, mais n'ont pas de réponse. Le père, charmé par les odeurs et la variété des plats proposés, se rassure en disant qu'il a sa carte bleue, qu'il peut se servir et qu'il paiera en temps voulu. Chihiro ne parle pas. Elle est inquiète et refuse de manger. Elle part alors explorer les lieux et un peu plus loin se retrouve sur un grand pont rouge avec devant elle un immense bâtiment typiquement japonais portant l'inscription de bain. S'il n'y avait aucun signe de vie jusque-là, le passage du train en contrebas va éveiller ses soupçons. Que se cache-t-il ici ?
un jeune garçon apparaît. Il semble un peu plus âgé qu'elle. Personne ne doit venir ici. Va-t'en tout de suite. Chihiro prend peur et décide de retrouver ses parents, Va-t'en vite avant que la nuit tombe. court le long du chemin principal où il n'y a toujours pas d'humains, mais des étranges silhouettes semi-transparentes, noires aux yeux blancs, comme des fantômes sans visage. Elle pense retrouver ses parents attablés au comptoir du restaurant, mais bien qu'ils soient toujours là en train de dévorer leur plat, ils se sont transformés en cochons. Totalement paniqué, Chihiro repart en direction du tunnel, pensant que tout cela n'est qu'un mauvais rêve. Mais la nuit est tombée et la prairie a disparu. Il n'y a désormais plus qu'une immense étendue d'eau. La fillette se retrouve seule, livrée à elle-même. Et elle n'est pas au bout de ses surprises, car les scènes surréalistes vont s'enchaîner. Ça peut pas être vrai. Rien n'est vrai. Un bateau accoste, avec des créatures fantomatiques sans jambes. Le garçon dont elle a fait connaissance la retrouve et lui donne quelque chose à avaler pour ne pas disparaître au moment où ses bras deviennent transparents. Il s'appelle Aku. Il la rassure et en est certain. Elle retrouvera ses parents. De retour vers le pont, il lui partage une consigne. Chihiro ne doit pas respirer. Inspire à fond. Et bloque. Mais Chihiro ne réussit pas à respecter la consigne d'Aku. Elle est repérée par une grenouille qui annonce la présence d'un humain. Quoi? Un humain? Ventre à terre! Chihiro n'a plus le choix. Elle doit partir, sa vie en dépend. Comme lui lance son nouvel allié, qui vient de l'appeler par son prénom. Mais comment le connaît-il? La réponse est rapide. Il affirme qu'il la connaît bien depuis qu'elle est petite. Chihiro pénètre pour la première fois à l'intérieur des bains, où sa présence d'humaine est vite remarquée en raison de son odeur. Elle doit faire la connaissance d'un certain monsieur Kamaji, un vieillard à 6 bras. Il pourrait lui trouver un travail, ce qui l'empêcherait d'être transformé en cochon comme ses parents, et surtout lui permettrait de survivre dans ce monde encore imperceptible. Ce monsieur à la longue barbe et aux lunettes se présente comme un esclave, employé pour faire fonctionner les bains. Malheureusement, il n'a pas besoin d'une aide supplémentaire. Allez, mes petits, plus vite que ça! Il a déjà des boules de suie qui transportent le charbon et que les fans de Miyazaki ont déjà vu dans Mon voisin Totoro. En revanche, il lui conseille de rencontrer la fameuse Yubaba, la maîtresse des lieux. Une autre fille à l'apparence humaine se charge de guider Chihiro dans l'imposant bâtiment au couloir doré, où elle croise toutes sortes de créatures semi-animales et humaines. C'est l'antre des dieux et des esprits. Nous y voilà. La fille s'appelle Lynn. C'est une autre employée des bains qui connaît tous les secrets et usages à respecter. Bousculée dans son trajet entre les différents ascenseurs par des divinités aux aspects plus improbables les uns que les autres, Chihiro arrive enfin au dernier étage. Dans une immense pièce, elle tombe sur une femme âgée géante. C'est Yubaba, celle qui est à la tête des bains, la patronne qui décidera de son sort. Tu es au cœur du grand palais des bains où 8 millions d'esprits viennent se reposer quand ils sont fatigués. Elle porte un chignon haut, elle a une verrue entre les 2 yeux, un long nez et malgré une tenue élégante, elle est terrifiante. C'est une sorcière. Madame, je veux que vous me donniez du travail. Je t'ordonne de te taire! Seulement quand on me donnera du travail. La ferme, silence! Chihiro l'implore de la laisser travailler. Et quand est-ce que vous me le donnez, ce travail? Pour se faire comprendre, elle doit hurler par-dessus les pleurs d'un bébé géant. C'est beau, l'enfant roi dont la sorcière répond à tous les caprices. En lui faisant signer son contrat, Yubaba a une requête. Chihiro doit changer de nom pour s'appeler Sen. Elle n'a pas le choix. Yubaba trouve que son prénom d'origine est beaucoup trop long pour une petite fille. Après sa première nuit sur place,
Dans un dortoir réservé aux employés, la fillette est réveillée par Aku, le petit garçon, qui a quelque chose à lui montrer. La porcherie où se trouvent ses parents. Si Chihiro est devenue saine, Aku, lui, ne se souvient même plus de sa véritable identité. Malgré la tristesse et la peur qu'elle laisse échapper en quelques larmes, Chihiro doit travailler si elle veut s'en sortir. Elle se retrouve à frotter les parquets, puis à nettoyer l'immense bain très sale. Mais son travail ne paie pas vraiment, la saleté est toujours là. Alors Lynn lui donne un conseil. Un jeton permet de lancer un principe de décoction pour bien nettoyer le bain. Mais on lui refuse le jeton. Chihiro n'a qu'à frotter très fort et montrer de quoi elle est capable. C'est à ce moment-là que la jeune fille revoit un sans-visage, une créature semi-transparente noire et blanche qui va l'aider à obtenir un jeton à décoction. Grâce aux explications de Lynn, elle comprend enfin comment fonctionne ce système. Face à sa naïveté et son manque de vigilance, le sans-visage en profite pour s'introduire dans les lieux. Tout se complique encore. Chihiro est chargé par Yubaba d'accueillir l'esprit putride, venu prendre son bain. Son apparence boueuse est répugnante. L'odeur semble intenable et face à toutes ces épreuves, la fillette ne sait plus trop comment agir. Elle finit par glisser dans l'immense bain. Place à l'une des scènes les plus épiques du voyage de Chihiro. En voulant enlever une écharde dans la peau de cette créature, elle remarque qu'elle manque de force. Attrapez cette corde, les filles! Oui! Avec l'aide de tous les employés, ils tirent avec une corde sur l'écharde. Tirez! Tirez! Et font sortir un tas d'objets improbables de cet immense corps. Tu as réussi. En partant, l'esprit qui s'avère être l'esprit de la rivière remercie Chihiro en lui donnant une boulette et en offrant de l'or aux autres employés. Et ce ne sont pas des détails, vous le verrez plus tard. Pendant la nuit, Chihiro sursaute et se réveille après un mauvais cauchemar. Plus personne n'est dans le dortoir, mais Lynn sait pourquoi. De l'or a été distribué à tous les employés par le sans-visage. La créature a compris qu'en faisant apparaître ses pépites et en les donnant aux employés, il obtiendra toute la nourriture qu'il voudra. Chihiro, elle, n'est pas intéressée par le gain. Miyazaki l'avait déjà indirectement évoqué au début, avec la scène où le père s'attablait sans autorisation et se défendait d'avoir sa carte bleue à disposition si on lui demande de payer après avoir tout dévoré. Comme si l'argent pouvait excuser tous les mauvais comportements. Là encore, lorsque le sans-visage couvre les employés des bains d'argent pour, en échange, être gavés de nourriture, le réalisateur fait un lien avec la corruption et l'appât du gain répandu au tournant des années 2000, ère de l'hyperconsommation. D'ailleurs, pour les passionnés de culture japonaise, une lecture et une compréhension plus poussée du voyage de Chihiro est possible, car les symboles et explications de ce genre sont nombreux. Mais retrouvons Chihiro. Depuis la terrasse de l'imposant bâtiment, elle regarde la mer et observe un dragon blanc qui passe dans le ciel. Et si c'était Aku, le petit garçon ? L'animal pénètre à l'intérieur avant de prendre la direction des appartements de Yubaba. Chihiro découvre que la folie de l'or a rendu tous les dieux et esprits complètement fous. Mais elle n'a qu'un seul objectif, retrouver Aku, le dragon qui s'est blessé. Alors que le dragon semble agoniser,
des créatures à tête sans corps s'approchent de Chihiro pour l'empêcher de lui porter des soins. La sœur jumelle de Yubaba apparaît soudainement. C'est son sosie, Zeniba. Elle a une explication. Aku est bien devenu un dragon, mais sa transformation va finir par le tuer. Zeniba se dévoile, bien différente de sa méchante sœur. Chihiro s'envole sur le dos d'Aku quand un souvenir lui apparaît. Ce n'est pas la première fois qu'elle chevauche un dragon. Face à Monsieur Kamaji, Chihiro comprend ce qu'il est arrivé à Aku. Il a été empoisonné. Vous vous souvenez que Chihiro a reçu une boulette magique de la part de l'esprit putride ? Aku, l'esprit de la rivière m'a donné ce médicament. Ça te fera peut-être du bien. Elle en donne une partie au dragon, permettant à Aku de retrouver son apparence de jeune garçon. Mais il est toujours mal en point et une seule personne semble pouvoir le guérir. C'est Zeniba. Guidée par Lin, sa nouvelle alliée, elle embarque à bord d'un train. Le sans-visage l'a suivie. Elle ne craint rien, mais ils ne se parlent pas. La petite fille traverse en train des paysages inondés, tandis que Aku est toujours dans les appartements de Yubaba, qui a perdu son bébé géant à cause de Zeniba. La sorcière maléfique se retrouve impuissante pour la toute première fois. Aku lui propose un marché. Yubaba doit libérer Chihiro et ses parents, et en échange, il fera réapparaître son bébé géant. Pendant ce temps, Chihiro arrive à destination. Entrez donc. Zeniba vit dans une maison isolée, se veut accueillante et rassurante, soit tout l'inverse de sa sœur. Elle promet de sauver Aku, qui était sous l'emprise de Yubaba. C'est bien chose faite. Aku est à l'extérieur. Il est guéri, mais apparaît toujours sous la forme d'un dragon. Pour retrouver Aku et sa liberté, Chihiro laisse derrière elle Zeniba et surtout le sans-visage, à qui la vieille dame offre la possibilité d'une nouvelle vie. Là encore, Miyazaki souligne une valeur morale importante, le pardon et le droit à un nouveau départ. D'un seul coup, Chihiro se souvient de tout. Elle connaît Aku et sa véritable identité. C'est Kohaku, le dieu de la rivière qu'elle a rencontré enfant quand elle a failli se noyer et qui lui a sauvé la vie. Le dénouement approche. Chihiro est sur le point de retrouver sa vraie identité. Elle se sent plus confiante face à Yubaba qui lui lance une dernière énigme. Elle doit reconnaître ses parents parmi la multitude de cochons qui lui est présentée. La réponse de Chihiro est claire. Ils ne sont pas là. Yubaba est bluffé face à tout le personnel, témoin de la scène. La jeune fille regagne donc sa liberté, tout comme Aku. Arrivant au bord de la prairie qu'elle a traversée en arrivant ici, vient le temps des au revoir. Au loin, elle aperçoit ses parents qu'elle s'empresse de retrouver. Ils sont bien humains. Pour eux, rien ne semble s'être passé. Après avoir traversé le tunnel qui lui faisait si peur au début du film, la végétation est plus abondante qu'au début. Des feuilles sont même tombées sur le capot de la voiture. Un autre détail a changé. Dans ses cheveux, Chihiro porte toujours un élastique, un porte-bonheur violet donné par Zeniba au moment de se quitter. La preuve que toute cette aventure n'était pas un rêve. À travers ce personnage, Miyazaki met en avant des traits de caractère nobles des Japonais, dont la détermination et la persévérance qui caractérisent la petite fille malgré les difficultés.
Autant de qualités qui lui ont permis de grandir et de comprendre que l'espoir sauve toujours. Finalement, toute personne souhaitant vraiment quelque chose, qui travaille vraiment dur pour cela, y arrivera. Mais rien de cela ne serait arrivé sans les rencontres et l'entraide, autre point central du voyage de Chihiro. Avant de se lancer dans l'écriture du film, Miyazaki avait pour projet d'adapter le roman « La cité des brumes oubliées » de Sachiko Kashiwaba, sorti en 1974. Face au refus des producteurs de financer ce projet, il a opté pour un scénario plus original avec quelques clins d'œil au livre devenu « Le voyage de Chihiro ». Le tournage débute en 2000 avec un budget de 19 millions de dollars. Les fidèles de Miyazaki sont à ses côtés, à l'image du compositeur Joe Hisaishi qui signe une bande originale sublime. Dès sa sortie à l'été 2001, le voyage de Chihiro fait l'unanimité. La décennie 2000 est à peine commencée qu'il est compté parmi les meilleurs films des 10 années à venir. Mais surtout, c'est un déferlement au box-office. Jusqu'en 2020, il est resté le film le plus rentable de l'histoire du Japon, avec près de 290 millions de recettes. And the Oscar goes to... Aux Oscars en 2002, il décroche le prix du meilleur film d'animation. Spirited Away, Hayao Miyazaki. Une première pour Miyazaki et pour un film non anglophone, puisque la version originale est bien sûr en japonais. L'œuvre permet de faire comprendre que ce type de cinéma, le film d'animation, n'est pas réservé aux enfants et aux adolescents, mais s'adresse à tout le monde et en plus de cela, peut porter des messages forts. Depuis 2001, la popularité du réalisateur Miyazaki n'a jamais faibli. En 2023, le cinéaste a sorti Le Garçon et le Héron, présenté comme son dernier film. Pour symboliser l'importance qu'il a jouée dans la démocratisation du cinéma d'animation, le Festival de Cannes lui a d'ailleurs remis une palme d'or d'honneur au printemps 2024. Le voyage de Chihiro est l'essence même du cinéma de Miyazaki, avec son épopée fantastique pleine de symboles. S'il plaît autant aux Japonais, c'est aussi parce que toutes les divinités que va croiser Chihiro font partie de la culture japonaise. Son empreinte est telle que des artistes de la génération actuelle continuent de lui rendre hommage. La chanteuse Pomme, qui en parle comme son film préféré, a repris le titre de la bande originale intitulée « Itsumo Nando Demo ». Billie Eilish a souvent parlé en interview de son amour pour Miyazaki et a même donné le nom de Chihiro à une chanson de son 3e album. Voilà, vous connaissez tout, ou presque, du voyage de Chihiro. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Palmarès. Palmarès est une série produite par Énergie Podcast, à retrouver sur l'application ou le site Énergie rubrique podcast et sur toutes les plateformes d'écoute.